Bien, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Merci au comité du Congrès infirmier de m'avoir invité. C'est toujours un immense plaisir de parler aux sessions du Congrès et du Congrès infirmier. Alors avant de dire mes 5 raisons pour ne plus appliquer le résidu gastrique, je vais vous dire mes 5 raisons pour appliquer, il y en a peut-être d'autres, un protocole ou une procédure. Premièrement, un protocole doit avoir un objectif clair et qui doit être source d'amélioration de l'état de santé du patient. Cette technique doit être simple et reproductible. Il ne s'agit pas d'inventer à chaque fois des choses trop compliquées à mettre en œuvre ou impossibles à mettre en œuvre. Il doit, si possible, comporter un indicateur fiable qui est corrélé au risque qu'on veut réduire. Il doit induire un ajustement de la prise en charge du patient en fonction de cet indicateur. Et il ne doit pas, évidemment, avoir d'effets délétères qui contrarieraient les bénéfices éventuels du protocole et de la procédure qu'on veut mettre en œuvre. Et enfin, dernier point, ce ne sera pas dans les 5, mais c'est un peu en filigrane aussi, il ne doit pas induire une charge de travail considérable qui détourne tous les soins au profit de cette procédure ou de ce protocole. Alors, première question, pourquoi d'abord un petit rappel rapide sur pourquoi la surveillance des résidus gastriques était recommandée. Premièrement, vous savez que il est recommandé de nourrir les patients de réanimation par voie entérale et le plus tôt possible pendant les 24 premières heures. Vous savez que les patients en particulier, plus ils sont graves, plus ils sont intolérants à la nutrition entérale. Et une des manières d'évaluer l'intolérance à la nutrition entérale ou de la prévenir, c'était de mesurer le résidu gastrique régulièrement, toutes les 6 heures par exemple. Et environ la moitié des patients dans cette étude, qui est ancienne, mais les autres études donnent à peu près les mêmes résultats, avaient un résidu gastrique augmenté à un moment ou à un autre de leur séjour. Et c'était bien corrélé, c'est-à-dire qu'il y avait des raisons à ça. C'est-à-dire on sait que les patients de réanimation ont un ralentissement de la vidange gastrique, ça a été très très bien montré par des études expérimentales ou quasi expérimentales. Et il y a ce ralentissement de la vidange gastrique, il a été aussi étayé. On sait qu'il y a un dysfonctionnement de l'estomac qui se contracte moins fort, moins longtemps, avec en plus le pylore, qui est le sphincter à la sortie de l'estomac, qui est trop contracté, et le sphincter à l'entrée de l'estomac, le sphincter du bas œsophage, qui est hypotonique. Et donc toutes les conditions sont réunies pour que les patients régurgitent, fassent des pneumonies, et les anciennes études avaient fait un lien entre nutrition entérale, risque d'intolérance, régurgitation et pneumopathie nosocomiale. Et c'est vrai que dans cette étude où il y avait énormément de malades avaient été inclus, 3500 patients environ, on montrait en premier lieu, c'est la courbe que vous voyez de survie, un effet bénéfique sur la survie possible des patients nourris par voie entérale de façon précoce, mais de façon curieuse, il y avait un risque accru de ventilation, de pneumopathie acquise sous ventilation chez ces malades nourris précocement. Et donc voilà pourquoi on faisait, et j'en parle au passé, mais vous devinez pourquoi, c'est le sujet du topo, très régulièrement la mesure des résidus gastriques en réanimation, et beaucoup de services le faisaient. Eh bien, comme le patient était hypokinétique, avait un résidu gastrique augmenté qu'on essayait de monitorer, eh bien, on pensait qu'avec ce monitoring, on allait prévenir le risque de vomissement, de régurgitation et donc de pneumopathie nosocomiale. Et c'était intégré aux recommandations. Et ça l'est encore dans certaines recommandations, plus dans les toutes récentes, je vais y venir, mais c'était intégré dans les recommandations qu'il fallait surveiller l'intolérance digestive et en particulier le volume gastrique résiduel. Alors, mes 5 raisons pour ne plus le mesurer. Premièrement, il n'y a pas de différence universelle de l'intolérance à la nutrition entérale. Dans ce travail, ils ont analysé 72 études et il y avait 43 définitions différentes de l'intolérance à la nutrition entérale. Et vous voyez que quand on regroupait les définitions, vous voyez, il y avait 2 catégories de définitions. On utilisait le volume gastrique résiduel, dans les autres non. Mais vous voyez que ça fait une grande variabilité. Deuxièmement, la mesure du volume gastrique résiduel, elle n'est pas du tout standardisée. Quand
que vous preniez des services différents ou que vous preniez des études différentes, il y avait différentes techniques de mesure, et ce que l'on sait, c'est que les valeurs mesurées, elles varient beaucoup avec les caractéristiques de la sonde. Est-ce que vous avez une sonde de gros calibre ou de petit calibre? Est-ce qu'elle est perforée sur le côté ou pas? Avec les propriétés physiques du liquide gastrique, le niveau d'aspiration. Il fallait aspirer suffisamment, mais pas trop fort, parce que la muqueuse peut se collaber autour de la sonde, peut collaber la sonde en venant se coller autour. La position du patient aussi, est-ce qu'il était complètement couché, un peu assis, beaucoup assis? Le positionnement de l'extrémité dans la sonde, est-ce qu'il était complètement dans le liquide ou est-ce qu'il était déjà dans la poche à air de l'estomac? Et enfin, l'entraînement et l'expérience du soignant qui prenait en compte toutes ces données et qui faisait au mieux pour mesurer de façon fiable le résidu gastrique. Troisième point important, il n'y a pas de valeur seuil universelle. Dans cette étude que je vous ai rapportée, où on analysait les définitions de l'intolérance digestive, il y avait plus de 8 valeurs seuil qui étaient rapportées, et avec un écart qui était très très important, ça allait de 75 à 500 millilitres. La médiane était à 250, et dans 4 études, on disait de mesurer le résidu gastrique, mais on ne donnait pas de valeur seuil, ce qui est quand même très très paradoxal. Et dans les recommandations, comme il n'y avait pas de valeur seuil dans les études, il n'y avait pas de consensus dans les recommandations. On voit que la valeur variait de 150 à 500 millilitres, 150 à 300 dans les recommandations françaises anciennes, et dans les recommandations européennes, ils ne disaient pas de valeur, ils disaient eau. Donc il fallait se débrouiller avec ça. Quatrième point, et là on rentre aussi dans du dur, eh bien il n'y a pas, dans des critères forts, il n'y a pas de corrélation observée entre la valeur du volume gastrique résiduel et le risque d'inhalation. C'est-à-dire que dans des travaux où ils ont essayé de le mesurer de la façon la plus soigneuse possible et de regarder par des techniques un peu expérimentales avec des produits marqués, les produits qui régurgitaient d'abord et ensuite refluaient dans l'estomac, les inhalations, ils ont montré qu'il n'y avait pas du tout de corrélation entre la valeur du résidu gastrique et le risque de régurgitation et d'inhalation. En clair, ils ont constaté que le volume gastrique résiduel, c'est une technique qui a une très très faible sensibilité pour détecter le risque d'aspiration et une très très faible valeur prédictive négative. Et donc, par conséquent aussi, il n'y a pas de corrélation entre la valeur du volume gastrique résiduel et le risque de pneumopathie nosocomiale. Ça a été bien montré dans cette étude randomisée, qui s'appelle l'étude Regan, qui a été faite par une équipe espagnole, et qui a comparé deux valeurs, 200, 500, donc il y avait un grand écart. Ils ont standardisé la technique dans les services où c'était pratiqué. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il n'y avait aucune différence dans les taux de patients ayant une pneumopathie nosocomiale entre les deux groupes. C'est-à-dire que vous preniez 200 ou 500, une valeur assez élevée, il n'y a pas de différence de taux de pneumopathie nosocomiale. Il y a d'autres arguments que je ne vais pas détailler ici. Il y a toute une littérature qui a bien montré que, en fait, les germes qui sont dans l'estomac ne sont pas les premiers en cause dans les pneumopathies nosocomiales, c'est plutôt les germes de la sphère ORL. Donc ce n'est pas tant les vomissements et les régurgitations qu'on doit craindre que tout ce qu'il y a déjà dans la flore ORL et qui passe entre le ballonnet et la muqueuse trachéale. Donc, cinquième et dernier point, la surveillance du volume gastrique résiduel est retentie sur l'administration de la nutrition. Ça a été bien montré aussi par cette étude de 99 déjà, donc vous voyez c'est ancien, qui mettait en cause que le résidu gastrique augmenté, c'était la première cause d'interruption de la nutrition entérale dans ce travail. Et là, un travail plus récent, fait par la commission infirmière de la société de Réa et la commission d'épidémiologie et de recherche clinique, qui avait fait une très jolie étude observationnelle qui a été publiée dans Critical Care en 2010, qui montrait que mesurer le résidu gastrique, c'était associé à une augmentation significative du risque de ne pas atteindre les objectifs caloriques prescrits. Et on était vraiment loin de les atteindre. Alors, maintenant, je vais vous présenter brièvement les résultats de l'étude que nous avons publiée il y a maintenant 3 ans dans le JAMA, où on a mis ensemble tous ces critères, toutes ces conditions, et on a voulu valider l'hypothèse qu'ont conduit ces 5
ces 5 conditions, que finalement mesurer le résidu gastrique, ça ne prévient pas le risque de pneumopathie nosocomiale et arrêter de le mesurer n'est probablement pas délétère pour le malade. Alors, qu'a-t-on inclus? Des patients adultes qui devaient être ventilés plus de 48 heures et pour lesquels la nutrition entérale pouvait être débutée dans les 36 heures. N'ont pas été inclus pour des raisons de possibilité de mesure du résidu gastrique et pour ne pas interférer avec les résultats, les patients qui avaient un antécédent de chirurgie digestive récente et aussi ceux qui avaient plus d'œsophage, plus d'estomac. C'est quelque chose qui a été reproché à cette étude, mais c'est pourtant assez évident, quand on n'a plus d'estomac, c'est difficile de mesurer le résidu gastrique. Donc il y avait 2 groupes, les patients étaient randomisés en 2 groupes, un groupe chez lesquels on mesurait le résidu gastrique et un groupe chez lesquels on ne mesurait plus le résidu gastrique, et donc les patients étaient considérés intolérants uniquement s'ils vomissaient, et le critère de jugement principal, puisque toutes les raisons de mesurer le résidu gastrique, c'était de prévenir les pneumopathies nosocomiales, eh bien, le critère de jugement principal, c'était la proportion de patients ayant présenté au moins un épisode de pneumopathie nosocomiale dans les 90 jours après la randomisation. Alors voilà. On ne va pas regarder ensemble ce tableau détaillé, c'est juste pour montrer qu'on a inclus 220 patients environ dans chaque groupe, que ces patients étaient des patients de réanimation sévère, ils étaient tous ventilés, comme je l'ai dit, plus de la moitié d'entre eux étaient traités par amine vasoactive et les groupes étaient tout à fait comparables. Et le résultat, c'est qu'il y avait aucune différence en termes de taux de patients ayant présenté une pneumopathie entre les 2 groupes. C'était rigoureusement équivalent. Qu'on mesure ou qu'on ne mesure pas le résidu gastrique, c'était rigoureusement équivalent. Là, et quelle que soit la manière dont on mesure les pneumopathies, est-ce qu'il y avait plus d'épisodes, est-ce que la probabilité cumulée d'avoir une pneumopathie, tout ça, c'était rigoureusement identique. Il n'y avait aucune différence entre les 2 groupes. Par contre, ce qu'on observait, c'est que dans le groupe où on ne mesure pas le résidu gastrique, les patients vomissaient plus, et assez nettement plus, puisque c'était 27,40% environ. Donc les patients vomissent plus, mais comme vous voyez, et comme on le suspectait, ça n'a aucune incidence sur le risque de pneumopathie nosocomiale. Et les patients aussi, un autre inconvénient, dans le groupe résidu gastrique, on le mesurait, ils étaient jugés plus souvent intolérants à la nutrition entérale, par définition, puisqu'il y avait 2 critères, vomissement et mesure du résidu gastrique. Et donc, ils recevaient plus d'érythromycine, qui était le traitement préconisé pour accélérer la vidange gastrique et traiter l'intolérance. Et le taux de patients dont les objectifs caloriques ont été atteints était plus élevé dans le groupe où on ne mesurait pas. Quand on ne mesure pas le résidu gastrique, on nourrit mieux les malades. Sur les autres critères comme infection nosocomiale, diarrhée, mortalité, quelle que soit la mortalité que l'on regarde, à J28, à J98, à l'hôpital ou en réanimation, il n'y avait strictement aucune différence entre les 2 groupes. En conclusion, mes 5 raisons pour ne plus faire les résidus gastriques, c'est que, clairement, la technique n'est ni standardisée ni fiable. Il n'y a aucune valeur seuil qui a été corrélée à un risque. Sa surveillance ne réduit pas le risque de pneumopathie nosocomiale. Ça génère des arrêts de la nutrition entérale et une réduction des apports caloriques, c'est très clair. Et arrêter de le surveiller, quand on fait une étude globale comme Nutriréa1, ça n'induit aucun inconvénient pour les patients. Par ailleurs, ça génère clairement une surconsommation de médicaments prokinétiques et moins, je suis convaincu, et je pense vous aussi, moins on donne de médicaments aux malades, mieux ils se portent. Et ça induit bien sûr une augmentation injustifiée de la charge de travail. Celles et ceux qui le faisaient ou qui le font peut-être encore dans leur service en savent quelque chose. Eh bien, en résumé, il faut suivre les nouvelles recommandations françaises qui ont inclus toutes ces données et qui disent clairement qu'il ne faut pas mesurer le volume gastrique résiduel. Et j'aurais pu rajouter, les recommandations américaines qui viennent d'être publiées aussi, qui disent exactement la même chose. Il n'est pas utile de mesurer systématiquement le résidu gastrique chez vos malades, et même de le mesurer du tout à mes yeux. Voilà, je vous remercie beaucoup.